Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais passer la parole à Samuel qui va s'intéresser plus particulièrement au cyberharcèlement parce que malheureusement, si on n'adopte pas tous ces bons comportements, et malheureusement de toute façon, on ne peut pas toujours, même si vos enfants font bien, il y a aussi les autres. Donc qu'est-ce que ce cyberharcèlement, quelle forme il peut prendre? Parce que je pense que vous allez être surpris de découvrir toutes les formes que ça peut prendre pour vos enfants et vous dire que ça peut concerner vos enfants et surtout comment agir. Merci Samuel. Merci Axel. Bonsoir à tous et merci d'être présents sur cette conférence pour effectivement aborder cette question du cyberharcèlement. On va voir tout de suite le premier slide et ça va nous permettre de présenter une définition du cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? C'est un enchaînement d'agissements hostiles, évidemment. L'idée est de nuire à la victime, répéter. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition d'actes visant à nuire et à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. De quelle manière et par quels moyens? Évidemment, en utilisant les outils numériques modernes que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc. Depuis 2014, le cyberharcèlement a été défini par la loi et c'est devenu une circonstance aggravante du harcèlement, je dirais entre guillemets plus classique. Le législateur a considéré que plus il était facile de harceler, et c'est plus facile évidemment via les outils numériques puisqu'on est à distance de la victime, et bien plus cette facilité est permise et plus la sanction sera importante et forte. Bien souvent, très bien, moi j'avance. Bien souvent, j'allais vous dire que l'objectif c'est de porter atteinte à la réputation de la victime. C'est souvent violent et une des caractéristiques du cyberharcèlement, donc l'utilisation de l'Internet, va permettre une viralité très importante des contenus et c'est souvent ce côté incontrôlable du cyberharcèlement qui va apporter une dimension extrêmement violente puisque on a l'impression que rien n'est sous contrôle et que la victime va être mise en pâture au travers de ces contenus, que ce soit des photos, des vidéos, des commentaires. Pour vous présenter donc quelques tendances actuelles, hein, c'est pas très joli mais c'est malheureusement le cas aujourd'hui, je voudrais commencer par parler du cyberharcèlement du quotidien qui se banalise, qui est un petit peu ce que les jeunes vivent un petit peu tous les jours sur leurs réseaux sociaux. Malheureusement ils s'habituent et je pense que c'est peut-être un des premiers conseils que je donnerais, c'est d'apprendre aux enfants qu'on n'a pas à s'habituer à ce cyberharcèlement quotidien, qu'au contraire on doit considérer que notre personne doit être protégé et que nul n'a le droit de se moquer de nous ou de transmettre des contenus qui nous seraient préjudiciables. On va aborder après très rapidement les comptes fichas, une autre tendance qui est de plus en plus connue et tant mieux parce que ça permet de faire de la prévention auprès des jeunes, c'est ce qu'on appelle le revenge porn et on terminera avec le chantage à la webcam et j'aborderai après évidemment les conseils qu'on peut proposer pour pouvoir protéger les enfants de ce harcèlement. On va continuer. Donc le cyberharcèlement que j'appelle du quotidien, celui auquel malheureusement les jeunes s'habituent, je vous en ai montré un exemple, c'est un vrai échange qu'on a pu recevoir sur NetÉcoute, donc la plateforme dont je vais vous faire la présentation juste après. C'est un service qui permet justement de venir en aide aux personnes qui sont harcelées pour obtenir tout simplement des conseils et pouvoir se faire accompagner. Et donc ce que dit cet internaute, c'est « j'ai envie de mourir » et on voit que tout de suite il y a une gravité dans son propos. Il dit « c'est juste pas possible ce qu'ils me font, c'est des gens de ma classe, ils se foutent de moi tous les jours, j'en ai marre, ils font des montages de ma tête sur TikTok. » Et quand on demande si le jeune a contacté un adulte de confiance pour pouvoir se faire aider, eh bien heureusement il dit oui, ma mère elle a appelé la directrice, mais les images sont toujours sur TikTok, sur le compte de l'autre pute étant la harceleuse. Que nous dit ce post? On va revenir juste un petit peu en arrière, voilà. C'est que c'est extrêmement violent. On sait que le harcèlement commence sur les réseaux sociaux à partir de l'âge du collège, 13-14 ans étant l'âge de prédilection, c'est le moment où on a statistiquement le plus de cas recensés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, même si les élèves de primaire sont relativement, je dirais, protégés, puisqu'ils ne sont pas encore véritablement inscrits sur les réseaux sociaux, et comme l'a rappelé Axel, en principe, avant 13 ans, ils ne sont pas censés
conseillette, même si parfois certains peuvent mentir sur leur âge. Ce que l'on voit avec le temps, c'est qu'au moment de la période du lycée, le harcèlement va se poursuivre avec une certaine stagnation du nombre de cas, mais ce qui va par contre augmenter, c'est la violence des situations, avec bien souvent des cas qui vont mettre en avant la virilité pour les garçons, l'orientation sexuelle chez les garçons et le corps chez les filles, avec un côté très sexualisé des contenus qui sont présentés pour harceler les victimes. Donc ce harcèlement du quotidien, je pense que, comme je disais, il faut vraiment prévenir les jeunes qu'il peut exister, que personne n'a le droit de transmettre des contenus qui pourraient porter préjudice aux victimes, et transmettre aux jeunes que si malheureusement ça arrive, eh bien, il est important de contacter le plus rapidement possible un ou des adultes de confiance, et j'insisterai sur les des adultes de confiance. Un témoignage qui nous est souvent remonté sur NetÉcoute, c'est « j'en ai parlé à un adulte de confiance, mais cet adulte, il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas été sensibilisé au cyberharcèlement, et du coup, je n'ai pas pu être aidé parce qu'il ne savait pas vers qui se tourner ». Et donc, c'est important de transmettre aux jeunes qu'ils doivent se tourner vers un maximum de personnes différentes. Si certaines ne savent pas quoi faire, il y en aura certainement dans le lot, si je puis dire, qui sauront comment l'aider et qui sauront le protéger. Un deuxième cas de cyberharcèlement du quotidien, on le voit là, on voit un montage avec un cercueil qui a été placé et qui est envoyé évidemment à la victime avec des messages très forts. Toute seule, tu es toute seule, tu vas mourir, tu ne mérites pas de vivre, tu pourrais tourner un film pour Halloween tellement tu es moche. Et évidemment, ces contenus vont encore une fois se diffuser très rapidement en utilisant les réseaux sociaux. Un autre exemple que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les comptes ficha qui ont explosé pendant la période de confinement. Je vais lire le petit encart sur la droite, parce que ça résume tout en fait. Alors le concept du Snap, c'est simple. C'est à vous de me donner des informations sur une personne du collège ou m'envoyer une photo de la personne et vous me dites ce que vous pensez d'elle. Donc ça peut être des contenus ou des contenus écrits ou des photos. Et bien entendu, je reposte en story en anonyme et je commence à poster en story quand le Snap aura tourné. Pour résumer les choses, c'est un appel tout simplement à transmettre à l'auteur des contenus sur une ou plusieurs personnes, en général les filles, puisque ce sont les filles qui sont majoritairement victimes de ce genre de situation. L'auteur va collecter ces contenus et va les mettre sur une espèce d'affiche, afficha étant du verlan, donc c'est affiche renversée. Et l'idée, c'est une fois que cette affiche numérique aura été construite, eh bien cette affiche va être répandue sur les réseaux sociaux et les internautes vont pouvoir se moquer, commenter, alimenter peut-être le compte ficha en contenu supplémentaire. Comme je le disais, donc le confinement malheureusement a vu exploser ce type de situation. Ce qui peut être en plus extrêmement compliqué, c'est que ça peut être évidemment des vraies photos qui vont circuler sur les victimes. Ça peut être aussi des photomontages qui vont être plutôt bien faits. D'ailleurs, j'entends par là qu'on pourrait y croire. On pourrait penser que le corps et la tête qui sont comme ça alliés sur le compte ficha appartiennent vraiment à la personne qui est mise en pâture sur ce compte, et c'est très compliqué pour les victimes de se défendre évidemment, puisque comment faire croire comment plutôt convaincre que la photo n'est pas une vraie photo, et c'est très compliqué. Une autre situation qu'on peut voir apparaître aussi, on va continuer, voilà, c'est ce qu'on appelle le chantage à la webcam. Alors ça, c'est plutôt les garçons qui en sont victimes, même si les filles ne sont pas épargnées également. Ce que nous dit l'internaute, c'est « Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide, je suis victime de chantage, j'ai une situation très difficile, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, je dois payer 450 € en bitcoin, donc une monnaie virtuelle, sinon il va tout publier. » Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, ce jeune garçon est allé sur un site de rencontre pour adolescents, il en existe beaucoup, il n'y a pas que les sites pour adultes, ça existe aussi pour les mineurs. Et sur ce compte, il va rencontrer une jolie jeune fille qui va attirer son attention. Ils vont être plutôt à l'aise l'un et l'autre, et du coup, ils vont se donner rendez-vous sur un logiciel qui va leur permettre de se voir, de faire une visioconférence, Skype ou autre. La jeune fille va inviter le garçon à se dénuder, voire parfois à se masturber
dans certains cas, et la vidéo va être en fait enregistrée. La jeune fille va alors, une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle voulait, donc à savoir un garçon qui se déshabille et qui se masturbe devant la caméra, la jeune fille va couper l'enregistrement et va envoyer un message au jeune garçon pour éviter en fait que la vidéo soit diffusée. Elle va réclamer, comme on le voit là, 450 €. C'est des sommes qui sont parfois pas neutres. Ce que font souvent les jeunes, malheureusement, c'est qu'ils payent parce qu'ils n'ont pas envie que les parents soient évidemment informés de la situation, parce qu'ils n'ont pas envie que la vidéo devienne virale. Et on a vraiment des situations qui peuvent être extrêmement compliquées à vivre pour les jeunes. Voilà, et puis la dernière situation que je voulais vous présenter, qui est un peu en lien avec le chantage à la webcam, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Donc c'est à peu près la même situation, hein, des échanges de contenus qui peuvent être préjudiciables pour les jeunes, mais qui ont été envoyés au départ dans le cadre d'une relation amoureuse, sentimentale, et on va se servir de ces photos pour se venger quand malheureusement il peut y avoir séparation. Alors, que faire et que conseiller à ces jeunes? D'abord, de ne pas payer quand il s'agit de chantage, de pouvoir considérer que plus on va montrer qu'on a peur, plus l'auteur va évidemment passer à l'acte et faire encore plus pression, voire éventuellement diffuser ses contenus. NetÉcoute est un service qui peut aider les jeunes à ce moment-là pour pouvoir trouver une écoute tout d'abord, des conseils, à l'abri peut-être du regard des parents, puisque c'est pas toujours encore une fois évident de pouvoir en parler avec ses parents. Le numéro c'est le 0800 200 3x0, on le voit sur le slide, et ce service est ouvert de 9h à 20h tous les jours, du lundi au vendredi, et de 9h à 18h. Et sur ce service, il y a des psychologues, des juristes et des spécialistes des réseaux sociaux qui ont l'habitude de recevoir ces types de cas et qui vont accompagner les victimes pour pouvoir, dans la mesure du possible, faire retirer ces contenus. On a des accords avec la majorité des plateformes de réseaux sociaux, et on va pouvoir, grâce à des portes d'entrée privilégiées, faire en sorte que grâce à ce signalement, le contenu puisse être supprimé. L'idée étant évidemment, encore une fois, d'éviter la viralité de ces contenus. Pour terminer mon propos, donc quelques conseils encore pour accompagner les jeunes sur leur réseau et faire en sorte qu'ils soient épargnés par le cyberharcèlement. D'abord, c'est dire à vos enfants que vous êtes au courant que le cyberharcèlement existe, que c'est une réalité dans leur quotidien numérique et qu'ils peuvent venir vous parler, que ce n'est pas un sujet tabou, qu'ils ont conscience que le problème existe et votre présence en témoigne ici. Et vraiment faire en sorte que le cyberharcèlement puisse faire partie des sujets quotidiens, s'il en est, de vos discussions avec les enfants. S'intéresser aux activités que vos enfants peuvent avoir en ligne est important également, de montrer que vous avez un intérêt pour ce qu'ils font. Ça permet de temps en temps de tirer la sonnette d'alarme quand vous voyez qu'ils se mettent peut-être à risque parce qu'ils ont mal configuré leur compte, parce qu'ils sont peut-être en public et du coup ils s'exposent peut-être de manière un petit peu trop importante à des jeunes qui pourraient leur porter préjudice. Apprendre aussi aux enfants à réagir et réagir rapidement quand ils sont victimes de harcèlement, c'est important. Ce dont on se rend compte souvent, c'est que quand on est harcelé, c'est parce qu'on n'a peut-être pas su tout de suite répondre de bonne manière à son harceleur. Et le harceleur s'est dit que peut-être la personne victime était une cible de choix. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre à un jeune potentiellement victime que personne, encore une fois, n'a le droit de lui porter préjudice et de se moquer de lui. Apprendre aux enfants aussi à alerter. NetÉcoute peut être un bon endroit, mais surtout ne pas hésiter à se tourner vers un adulte de confiance pour venir chercher de l'aide. Les situations sont souvent très violentes. On n'a pas toujours la possibilité de savoir se débrouiller. Même pour un adulte, c'est pas toujours évident. Donc c'est une situation qui a besoin d'être soutenue par des adultes de confiance. Apprendre aussi à signaler des situations. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont des comptes de modération, des services de modération qui permettent d'interpeller le réseau social en question si il y a un problème. Apprendre aussi à bloquer son harceleur potentiel pour éviter tout simplement qu'il y ait encore des échanges avec lui et faire en sorte que le jeune soit protégé. Voilà ce que je voulais vous dire. Une dernière chose aussi, c'est qu'on parle souvent du cyberharcèlement du côté des victimes et bien sûr
il y en a. Hein. On considère qu'à peu près entre 10 et 15% des adolescents sont victimes de cyberharcèlement. Il faut aussi parler parfois des auteurs et se dire que parmi certains jeunes, eh bien, on peut être parents d'auteurs de cyberharcèlement. C'est important aussi de rappeler les règles de bons usages du numérique, et on va en parler juste après avec le rappel à la loi, qui peut être aussi une façon d'interpeller le jeune et de lui dire que le numérique n'échappe pas aux règles de bienséance et de vivre ensemble. Une chose que l'on peut conseiller aux jeunes, c'est si un jour tu hésites à envoyer un contenu, si tu hésites à envoyer un message parce que tu dis que peut-être ça pourrait constituer une forme d'agression, voire du harcèlement, essaie de te dire, si tu devais aller transmettre ce message dans la cour de récréation, par exemple en face à face physiquement avec ton interlocuteur, est-ce que tu oserais le faire? Et si votre enfant vous dit, je vais peut-être pas le faire parce que je pense que ça pourrait peut-être l'énerver, ça pourrait peut-être l'attrister ou provoquer une réaction de sa part, ça veut dire que ce message, il n'a pas lieu d'être sur la toile. C'est que si ça le choque dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, c'est qu'a priori sur les outils numériques, ça n'a pas sa place non plus.